Aujourd'hui, on va construire ensemble un système de vidéosurveillance totalement indépendant et piloté par une vraie intelligence artificielle, le tout en local. Fini les abonnements cloud ou les marques qui vous enferment, on reprend le contrôle total de notre sécurité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ces vidéos, on va voir trois choses. Premièrement, on va décortiquer comment fonctionne un vrai système de vidéosurveillance. Deuxièmement, on va choisir des outils open source pour construire notre propre cerveau, notre NVR maison en le configurant. Et troisièmement, on va lui injecter une bonne dose d'intelligence artificielle pour qu'il puisse nous alerter que quand c'est vraiment important. Si le programme vous plaît, mettez déjà un gros pouce bleu sous la vidéo. Vous le savez, ça donne une force incroyable à la chaîne pour que je puisse continuer à vous faire ce genre de contenu. Bon, reprenons notre sujet par un petit point important. Ces tutos vont s'adresser à ceux qui ont un niveau un petit peu plus avancé que le simple débutant. Si vous débutez totalement et que vous voulez une solution complètement plug and play, il faut vous tourner vers des systèmes comme les NVR de Reolink par exemple. Vous serez alors effectivement dépendant d'une marque, mais on ne peut pas tout avoir. Cela dit, vous allez le voir, je vous ai conçu un script que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, vous avez juste à l'exécuter pour tout installer et configurer d'un coup. Honnêtement, j'en suis plutôt fier, c'est assez magique. Nous, notre mission aujourd'hui, c'est l'indépendance, un système 100% open source. Et pour ça, il faut comprendre les deux briques essentielles d'un système de vidéosurveillance. D'un côté, évidemment, vous avez les caméras, qu'elles soient juste en Wi-Fi avec un câble d'alimentation ou alors connectées en Ethernet. Et croyez-moi, pour de la vidéo, rien ne vaut un bon vieux câble Ethernet, surtout si vous commencez à avoir pas mal de caméras. Mais je sais bien que ce n'est pas toujours possible, surtout quand on est en location. La bonne nouvelle, c'est que pour notre système, ça ne change absolument rien. Petit disclaimer encore, dans notre système aujourd'hui, les caméras seront connectées à notre réseau. Je ne vais pas parler de la sécurisation de ce réseau. Là aussi, ça peut faire l'objet d'une vidéo, mais évidemment, je vous recommande d'avoir un réseau indépendant où l'accès à Internet est bloqué. Donc, la première brique, les caméras. Et en plus de ces caméras, on a le cerveau, le NVR ou enregistreur vidéo numérique. Mais honnêtement, maintenant, oubliez l'image du simple enregistreur, ce n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, un NVR est à la vidéosurveillance, ce que Home Assistant est à la domotique, c'est le chef d'orchestre, le cerveau. C'est lui qui reçoit le flux de toutes les caméras, qui organise tout, qui analyse les images et qui, grâce à l'IA, fait la différence entre votre chat et vous-même. C'est bien plus que de l'enregistrement, c'est de la véritable intelligence. Bon, ok, passons au choix des caméras. Et c'est là que vous allez commencer à faire des économies. Le principe de notre système, c'est de déporter l'intelligence. On n'a donc plus besoin de caméras hors de prix avec une IA intégrée ou de fonctionnalités complexes. Toute l'analyse, toute la détection, c'est notre NVR qui va s'en charger. Votre caméra redevient donc ce qu'elle est censée être, un simple capteur vidéo. Et ça m'amène au deuxième point, le mythe de la résolution. Le marketing essaie en permanence de nous vendre de la 8K et des mégapixels à toutes les sauces. Mais pour notre usage, c'est totalement inutile. Pour vous donner un ordre d'idée, une intelligence artificielle d'image travaille le plus souvent sur un flux 1280 par 720 pixels et seulement à 5 images par seconde. On est très loin de la 8K. Et pour identifier un visage en cas de problème, rassurez-vous du 1080p ou du 4K si vous voulez vraiment vous faire plaisir, c'est déjà très largement suffisant. Ne dépensez vraiment pas une fortune là-dessus. En réalité, il n'y a qu'un seul critère technique qui est non négociable, la caméra doit pouvoir envoyer son flux en RTSP. Pour faire simple, le RTSP, c'est le langage universel qui permet à n'importe quelle caméra de discuter avec votre NVR. C'est l'équivalent du HTTP pour le streaming vidéo. Et pour vous prouver que ce système est totalement agnostique, j'ai volontairement mixé les genres. Une Reolink branchée en Ethernet pour la stabilité, deux Tapos C220 en Wi-Fi et deux Zimou Ranger 2C, elles aussi en Wi-Fi. Ça nous fait donc 5 caméras de 3 marques différentes avec un mix de connexions filaires et sans fil. Ça permettra déjà de voir si notre NVR maison encaisse la charge de l'analyse IA sur tout ce petit monde en même temps. Maintenant qu'on a nos yeux, les caméras, il nous faut le cerveau. Et pour ce cerveau, le choix du matériel pour notre NVR va être déterminant. Alors tout d'abord, je vous le dis tout de suite, il vous faut du matos à part. Ne cherchez pas à mettre ça sur votre Home Assistant Green, il n'y aura pas le quart de la puissance nécessaire, même pas les 10% nécessaires d'ailleurs. Donc oui, il va falloir du matos à part. Et avant toute chose, il y a beaucoup de façons de faire et tout le monde aura son avis. Ce qui est sûr, c'est que pour l'analyse IA, il faut un minimum de puissance. Avant, on avait les Google Coral, très pratiques, c'était une sorte de clé USB que vous branchez et qui faisait les calculs pour le PC sur lequel elles étaient branchées. Donc c'était parfait pour un petit PC tel qu'un Raspberry Pi. Je dis avant parce que ce n'est pas ce que je vais vous recommander, parce que parfois elles arrivent à très bien se trouver et des fois on galère vraiment, voire
des fois quasiment pas du tout trouvables, et on ne sait même pas si Google veulent continuer de les produire ou non, et au final, cette méthode n'est même plus officiellement recommandée. Par contre, les processeurs récents d'Intel possèdent une sorte de boîte à outils intégrée pour gérer ceci, OpenVINO. Et ils possèdent également la technologie Intel QuickSync, là aussi très utile pour nous. On va donc se tourner vers ceci qui est, je dirais, la méthode la plus recommandée aujourd'hui. Mais en plus de ça, il nous faut aussi un matériel global qui ne tire pas trop sur la facture d'électricité, évidemment. Vous pouvez donc vous tourner vers pas mal de mini PC en réalité. Aujourd'hui, je vais faire ça avec un Z350 0DB de Minix. Oui, c'est un mini PC que la marque m'a envoyé il y a 2-3 mois de ça et qui sera parfait pour ce projet. Et non, je n'ai reçu aucune rémunération ou autre, vous pouvez d'ailleurs tout à fait faire ça avec d'autres marques ou modèles de chez Minix. Pour ce tutoriel, je vais vous parler de pas mal de choses, donc vous retrouvez évidemment tous les liens en description. Ça peut éviter de vous tromper, ce qui serait potentiellement un peu embêtant. Truc assez cool quand même sur ce modèle, c'est qu'il a un refroidissement passif, donc pas de ventilo, donc pas de bruit du tout. Et oui, j'ai testé les températures et aucun problème à signaler pour ce projet. Chez Minix, vous avez des modèles moins chers comme le Z150 qui sont nettement moins performants, mais qui devraient quand même fonctionner pour quelques caméras aussi. Mais je n'ai pas testé, donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que le modèle que j'ai testé aujourd'hui, le Z350, est très largement capable de faire tout ça, y compris l'intelligence artificielle. Vous le verrez d'ailleurs dans la prochaine vidéo, le processeur est très peu sollicité, surtout pour de l'intelligence artificielle. Donc nickel. Quoi qu'il en soit, ce mini PC donc possède un i3 N350, gérant très bien OpenVINO et Intel QuickSync pour une consommation entre 12 et 25 watts, donc c'est absolument parfait, ça remplit tout le cahier des charges. Je vais passer sur toutes les autres specs techniques car la vidéo va être interminable. Passons donc au logiciel NVR open source, et l'heureux élu est le très connu Freegate. Et sur internet, pour l'installer, on voit beaucoup de choses qui me piquent les yeux. Donc pour avoir l'environnement optimal, on va d'abord devoir installer Linux et plus précisément Debian sur le mini PC. C'est l'environnement parfait, très léger pour donner toute la puissance nécessaire à Freegate. La partie que vous allez devoir faire manuellement est donc en fait l'installation de Debian. Une fois installé, vous aurez 2-3 commandes à écrire pour télécharger et exécuter mon script et celui-ci fera tout le reste du taf pour vous. Allez, un petit tour sur ce mini PC, comme je vous le disais, ce qui nous intéresse ici, c'est ce Intel i3 N350, pilier de notre système. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, je ne connaissais pas plus que ça la marque Minix avant, mais l'emballage et le produit sont archi quali. Ça se ressent clairement au poids, principalement dû au radiateur. D'ailleurs, je sais que ce refroidissement un peu passif sans ventilateur peut faire peur, ça me faisait peur justement, mais ça reste quand même la grande spécialité de la marque Minix, donc pas d'inquiétude là-dessus, c'est très bien géré. Sur le côté, on a les 2 premiers ports USB et également les 2 ports HDMI. Et de l'autre côté, vous aurez aussi 2 autres ports USB 3. Pour installer Debian, vous pouvez le faire de différentes façons. Je vous recommande très vivement de vous embêter un peu à brancher un écran, un clavier et une souris. Ce sera bien plus simple, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'installer des systèmes Linux. Vous avez aussi un port Ethernet, entre guillemets uniquement 2,5 gigabits par seconde, mais honnêtement c'est très largement suffisant aussi. Vous pouvez voir qu'on peut installer des antennes Wi-Fi pour connecter le mini PC en Wi-Fi. Je vous recommande très fortement de le brancher en Ethernet. Bref, une fois ce petit bébé en place, vous allez télécharger la version 13 de Debian. Tous les liens sont en description. J'ai fait le script justement pour la version 13 de Debian, donc si vous prenez une autre version, vous pouvez avoir des problèmes. Et télécharger également le logiciel Balena Etcher. Ce logiciel va nous permettre de mettre le programme d'installation de Debian que vous aurez téléchargé sur une clé USB. Il vous faudra donc une clé USB bien évidemment. Une fois Balena Etcher lancé, allez sélectionner le fichier ISO de Debian. Puis sélectionnez votre clé USB et enfin cliquez sur Flash. Une fois le programme d'installation sur votre clé USB, vous pouvez l'insérer sur le mini PC Minix ou n'importe quel autre mini PC. Branchez aussi, si ce n'est pas déjà fait, clavier, souris, écran, câble Ethernet et alimentation. Puis ensuite démarrez le mini PC pour accéder au BIOS. Le but sera de démarrer en priorité sur la clé USB. Si vous ne l'avez jamais fait, pour accéder au BIOS, il faut appuyer sur une touche au démarrage. Et alors perso, désolé, je ne sais jamais si c'est échappe, F12, supprimer. Donc perso, je bourrine toutes les touches. Archi pro comme conseil, je le sais. Bref, une fois dans le BIOS, on se rend dans la section Boot avec le clavier, on se dirige vers Boot option numéro 1 et on appuie sur Entrée pour sélectionner l'USB.
Puis dans Save and Exit, on appuie sur Save Change and Reset. Maintenant, le PC redémarrera toujours sur la clé USB s'il y en a une de branchée. Et de cette façon, on arrive sur l'installation de Debian. Choisissez Graphic Install si vous avez une souris de branchée. Choisissez votre langue, la région, votre config clavier. Bref, je vous fais pas de dessin ici, je pense. Ensuite, il faudra choisir votre interface réseau. Nous, on est en Ethernet, donc ce sera ENP1S0. Pour le nom de la machine, on peut par exemple donner Frigate. Et pour le domaine, on ne met rien. On vous demande ensuite le mot de passe root. Pour ceux qui ne sont pas habitués à Linux, root c'est le super administrateur. Donc on va quand même choisir un mot de passe assez fort. Ensuite, vous devez créer un compte utilisateur. Moi, je vais mettre mon nom Valentin. Et ensuite, bien sûr, un mot de passe pour cet utilisateur. Alors oui, ça marchera si vous mettez le même mot de passe pour votre utilisateur et pour l'utilisateur root, donc le super administrateur, mais pour des raisons de sécurité, vous êtes censé en mettre un autre. Après ça, viendra la question des partitions. Choisissez utiliser le disque en entier. Puis choisissez le SSD et pas la clé USB, évidemment. Ici, le disque du mini PC est /dev/nvme0n1. Terminez le partitionnement et appliquez les changements. Et enfin, on coche que oui, on veut appliquer les changements. Maintenant, on va nous poser des questions sur la gestion des paquets, donc concrètement les logiciels. Moi, je vais laisser France et on va aussi laisser deb.debian.org. Et pour le mandataire, on laisse vide. Pour les statistiques à envoyer, c'est à vous de voir, moi je laisse non. Partie très importante pour l'optimisation. Nous, on utilise ce mini PC comme un serveur NVR. Donc, l'interface graphique n'est d'aucune utilité si ce n'est utiliser des ressources pour rien. On décoche donc tout ce qui concerne l'interface. Par contre, on active le serveur SSH pour pouvoir se connecter à distance. Et voilà, l'installation de Debian est terminée et honnêtement, vous avez fait le plus dur. Maintenant, vous pouvez enlever la clé USB et ensuite redémarrer. Après le redémarrage, vous constatez que, comme on l'a dit, vous n'avez pas d'interface, vous n'avez qu'un simple terminal. Toutes les commandes que je vais vous donner dans un instant peuvent être réalisées dans ce terminal, mais pour plus de simplicité, on va s'y connecter depuis notre ordinateur personnel en SSH. Parce que si par la suite vous voulez revenir sur ce serveur, vous n'allez pas à chaque fois rebrancher clavier, souris, écran pour faire vos modifications. Mais pour pouvoir se connecter à ce serveur, pour ça, il nous faut l'adresse IP. Si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer l'adresse IP dès ce terminal en tapant soit votre login ou root et le mot de passe associé. Ensuite, tapez la commande IP espace A et dans ENP1S0, vous aurez l'IP du mini PC. Dans tous les cas, vous devrez la rendre statique dans votre routeur. Encore une fois, je ne reviens pas là-dessus, c'est la même chose que pour Home Assistant. Bref, c'est des choses que vous êtes déjà censé savoir. Bon, maintenant on va installer Frigate, et c'est là que le script que je vous ai fait entre en jeu et va tout faire pour vous. Donc à partir de là, vous pouvez débrancher écran, clavier, souris. Laissez juste le mini PC à sa place avec l'alimentation et le câble Ethernet. Sur votre PC, vous allez donc ouvrir un terminal. Sur Windows, c'est l'invite de commande ou PowerShell. Et vous allez taper SSH espace votre nom d'utilisateur, arrobase et l'IP du serveur. On va ensuite vous demander si vous voulez faire confiance, répondez que oui en écrivant yes. Et il ne vous reste plus qu'à écrire le mot de passe utilisateur. Et voilà, vous êtes connecté au terminal de votre mini PC. Moi, j'écris juste clear pour effacer le terminal pour que ce soit un petit peu plus lisible pour vous. Pour exécuter ce script, on va prendre le contrôle de l'administrateur, donc root. Pour ça, on va écrire SU espace -6. Puis maintenant, on va taper le mot de passe root défini à l'installation de Debian. On est maintenant connecté en tant que root, le super administrateur. Maintenant, on va devoir télécharger le script que je vous ai conçu. Et pour cela, on va utiliser la commande wget suivie de l'endroit où est le script. Donc ici, en l'occurrence, ce sera https://homation.com/scripts avec un s/frigate.sh. On peut voir juste ici que le script s'est bien téléchargé. Maintenant, sur Linux, il faut donner à ce fichier les droits de s'exécuter. Pour ça, on va écrire chmod +x frigate.sh. Et maintenant, on peut exécuter ce fichier. Pour cela, on écrit ./frigate.sh. Le script va vous demander votre nom d'utilisateur. Moi, c'est Valentin, donc Valentin. Et à partir de là, c'est magique, le script exécute toutes les opérations à votre place et croyez-moi, il y en a quand même un certain nombre. Bien loin des 3-4 commandes que vous venez d'écrire. Après quelques secondes, le script nous donne les étapes restantes, se déconnecter et se reconnecter car votre utilisateur a eu des changements de permission. Puis aller dans le dossier Frigate et exécuter le logiciel. On écrit donc exit pour quitter root et une deuxième fois pour quitter le serveur. Puis on se reconnecte exactement comme la première fois.
Si je fais ls, la commande qui nous permet de lister les fichiers du dossier actuel, on voit que le dossier Frigate a été créé. On va aller dedans en écrivant cd Frigate. Et maintenant on peut lancer Frigate en écrivant docker compose up-d. On voit que tout s'est bien passé et on peut désormais dans un navigateur écrire l'adresse IP 2.5000 et on accède à Frigate. On a maintenant fait clairement le plus barbant. Et la beauté de la chose, c'est qu'avec ce script prévu pour OpenVINO, Frigate est déjà configuré pour la détection par intelligence artificielle. Oui, vous n'aurez rien d'autre à faire. Dans la prochaine vidéo, il nous reste à ajouter nos caméras, définir des zones et règles particulières, et bien sûr, tout automatiser avec Home Assistant et lier ça à notre système d'alarme. Bref, le plus intéressant. J'espère que cette première partie très technique, un peu barbante, vous a quand même plu. C'est clairement du contenu dense, pas facile à produire, donc si c'est le cas, n'hésitez pas au petit like et bien sûr à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. On se dit à très vite pour la partie 2, portez-vous bien, ciao.